Chers spectateurs, merci de nous rejoindre. Notre chaîne et l'espace de dialogue que nous construisons ensemble est fondé sur un idéal simple et non négociable, la liberté d'expression. Nous sommes convaincus que la seule voie vers une véritable compréhension du monde passe par l'ouverture, la confrontation respectueuse des idées et la pluralité des voix. C'est pour cette raison essentielle que nous invitons sur notre plateforme des intervenants issus d'horizons divers, avec des opinions parfois radicalement divergentes. Et nous le rappelons avec la plus grande force et clarté, les propos tenus par nos invités n'engagent qu'eux-mêmes, ils ne représentent pas nécessairement la ligne éditoriale de la chaîne. Mais nous leur donnons la parole, et c'est ainsi que naît le débat, la réflexion, et parfois l'émergence de la vérité que certains cherchent à cacher. Cette démarche d'ouverture et d'intégrité dérange. Nous avons récemment été la cible de menaces graves, proférées directement contre notre chaîne et nos équipes. Ces intimidations visent à nous faire payer le prix du dialogue, à détruire notre crédibilité, voire à atteindre nos proches. Simplement parce que nous continuons de donner la parole à ceux qui dénoncent l'injustice et réclament le respect du droit international. Que ce soit motivé par l'hostilité au débat, par le racisme ou par le désir de faire taire les voix issues des marges ou des diasporas, notre réponse est claire. Nous ne céderons pas, nous refusons la peur, nous refusons le bâillon. Notre mission est de rester cet espace courageux, intelligent et humain où le dialogue se fait avec respect et dignité et où la vérité et la justice ne sont pas négociables. Nous poursuivons cette émission avec la même détermination et la même exigence éthique. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Le débat commence maintenant avec un sujet trop souvent oublié, la guerre au Soudan. C'est un honneur de recevoir un acteur essentiel de la société civile soudanaise dont la lucidité face à l'indicible est devenue un phare. Alors que le monde a les yeux rivés sur d'autres foyers de tension, le Soudan s'enfonce dans ce que l'ONU qualifie de l'une des pires catastrophes humanitaires du siècle. Pourtant, le silence médiatique et diplomatique est assourdissant. Notre invité est un activiste et collaborateur du média Sudfa, qui se bat pour briser cette indifférence et nommer les responsabilités. Il est l'une des voix les plus fines pour décoder les enjeux stratégiques et l'horreur des massacres, notamment au Darfour, tout en dénonçant l'invisibilisation internationale. Bienvenue, Mahaz Talgeddine, merci d'être avec nous. Merci Nassira, merci de m'avoir invité. Je t'en prie. La communauté internationale semble avoir fermé les yeux sur le Soudan. Vous avez parlé d'un génocide invisible en cours, notamment au Darfour. Ma première question est simple. Pourquoi, selon vous, cette crise d'une ampleur historique impliquant des milices et des massacres à grande échelle ne parvient-elle pas à percer le mur du silence et de l'indifférence médiatique et diplomatique? Alors, merci tout d'abord pour cette conférence et de m'avoir reçu et de faire parler de la situation qui est tragique au Soudan depuis maintenant plus de 3 ans. Pour répondre à la question, je pense que les acteurs internationaux, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à essayer d'arrêter ces massacres commis par une milice FSR qui est subventionnée et épaulée diplomatiquement et militairement et soutenue de toutes les manières par les Émirats arabes unis qui a beaucoup d'investissements dans les pays occidentaux, aux États-Unis, ils ont des lobbies très puissants. Ils ont la diplomatie de l'argent avec lesquels ils peuvent faire taire. Du coup, ils voyaient ces génocides et ces massacres arriver parce que c'est pas la première fois, ça a déjà arrivé au début des années 2000 à Darfour. Et ça se répète aujourd'hui à Al-Fashel en 2023, en 2025. Et donc, nous, en tant que Soudanais, on est impuissants. On essaye tout simplement de faire entendre notre voix. Oui. Voilà. Mais du coup, ils ont pas beaucoup d'intérêt à stopper cette guerre.
Mais selon donc les derniers rapports, quelle est la situation humanitaire et sécuritaire dans les régions comme le Darfour et Khartoum, où se concentre l'horreur que le monde ignore? À Darfour, c'est très compliqué aujourd'hui. À Khartoum, c'est un peu différent parce que ça a été récupéré par l'armée officielle, par l'armée soudanaise depuis maintenant plus d'un an. Et mais à Darfour, c'est une tragédie parce que c'est contrôlé par les milices de FSR qui s'en prennent aux civils. Il y a aussi une dimension ethnique et tribale qui joue un rôle crucial sur ces massacres-là parce que ils sont les tribus et les personnes issues d'une origine africaine, ils sont massacrés depuis 2003. C'est les mêmes personnes, les mêmes tribus, les Massalites, les Faudes, les Arawa. Et aujourd'hui, et ces personnes-là, ils ont pas d'armes. Voilà. Alors, il y a quelques-uns qui se sont mobilisés pour se défendre et ils ont formé des groupes rebelles pour affronter et le gouvernement de Omar el-Bashir et avec les milices de Janjaweed qui étaient actuellement FSR. Mais la population reste sous le contrôle de FSR. Ils ont pas leur liberté ils peuvent pas s'exprimer, ils peuvent pas vivre normalement. Aujourd'hui, il y a une famine à Darfour. Tout est contrôlé par FSR. Ils laissent pas les organisations et les organisations humanitaires accéder dans la ville d'Al-Fashir pour recenser la population et voir les ce qui se passe actuellement. Et ça, c'est très compliqué pour les personnes dans la ville d'Al-Fashir et à Darfour en général. Concernant la non-médiatisation, est-elle le fruit d'un désintérêt ou d'une stratégie délibérée des acteurs régionaux et mondiaux qui bénéficient de ce chaos? Je pense que c'est un peu des intérêts. Ils préfèrent parler la guerre russe-Ukraine et ils s'intéressent pas autant de la situation au Soudan. Parce que ils ont pas un intérêt à parler de ça et comme je l'ai toujours répété comme cette guerre est menée par les Émirats Arabes Unis, ils arrivent à enterrer toute voix dénonçant ces agissements. Ils ont réussi à acheter toute une beaucoup de politiciens et des voix qui peuvent parler du Soudan à l'extérieur. Et ils ont contrôlé ces voix, ils ont contrôlé des pays voisins comme le sud du Soudan, l'Éthiopie, le Tchad, qui est actuellement utilisé comme ça a toujours été depuis le début de la guerre. Et ils ont utilisé le Tchad comme moyen logistique pour acheminer des armes à Darfour et des mercenaires. Ils utilisent aussi la Libye de Khalifa Haftar qui est tout le monde le sait, il est proche de Mohammed bin Zayed, qui est le chef des Émirats Arabes Unis, pour entraîner dans ces camps des milices colombiens qui arrivent de la Colombie. Dernièrement, ils ont reçu 1800 hommes dans ces camps, et c'est l'ONU qui le dit. Et avec tous les images satellites, on a pu voir une base militaire au Tchad, un aéroport dans la ville de Omdurman, à l'est de Tchad, qui a été aménagé pour
acheminer des armes Mhm. avec des aides directement de Abu Dhabi vers le Tchad. Et ensuite, ça arrive à Al-Fasher, à Darfour, Mhm. et aussi évacuer des blessés de FSR. Et donc, ça, c'est... moi, dès que je suis invité quelque part, j'essaie de souligner ces points parce que euh, euh, tous les rapports, ils l'ont répété, sans le soutien massif des Émirats arabes unis et de la milice de FSR, cette guerre n'aurait jamais duré autant de temps. Et on n'aura pas eu autant de personnes déplacées à l'intérieur du pays comme à l'étranger. Aujourd'hui, on a plus de 9 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et beaucoup de personnes, ou autant 2 millions à 3 millions de personnes réfugiées dans les pays voisins, Mhm. au Tchad, après les massacres de L'Djenena et après la prise de Khartoum. Beaucoup de personnes ils sont parties en Égypte et au Soudan et un peu moins en Éthiopie, mais ces personnes-là, ils souffrent, ils ont souffert à l'intérieur du pays et à l'étranger aussi, ils ont pas de ressources. Mhm. C'est des réfugiés et c'était des personnes qui ont rien demandé. C'est des civils, des Soudanais et ils se trouvent au milieu d'une guerre avec Mhm. beaucoup d'intérêts étrangers, d'ingérence, avec un soutien presque épaulé. Et je suis sûr que cette milice de FSR, elle est certes formée de beaucoup de mercenaires Mhm. et des étrangers. Il y a des Sud-Soudanais, enfin, il y a des gens ils ont réussi à acheter beaucoup de monde parce qu'ils ont de l'argent des Émirats et de leurs Soudanais. Mais cette guerre, elle aurait pu terminer il y a très longtemps. Mais on continue à alimenter ça parce que on a des intérêts dans le pays, ils veulent avoir un contrôle sur le pays, avoir un homme Mhm. fort au pouvoir pour pouvoir peser géopolitiquement dans la région. Oui, Euh, voilà. Donc, l'impérialisme. exactement. Impérialisme. Justement, la guerre oppose les forces armées soudanaises, donc le SAF, du général Al-Bourhan, et les forces de soutien rapide, RSF, dont vous avez parlé, du général Hemeti. Mais vous rappelez que cette guerre est profondément enracinée dans la question foncière, le pouvoir central et l'instrumentalisation des communautés. Donc, ma question sur les RSF, comment analysez-vous la stratégie des RSF et l'utilisation de la terreur ciblée contre des groupes ethniques spécifiques, notamment au Darfour? Est-ce une guerre pour le pouvoir ou une tentative d'extinction identitaire pour remodeler l'État? Euh, c'est un peu plus complexe que ça. Mhm. Depuis le début de la guerre à Darfour, le gouvernement de Omar el-Bashir, il avait utilisé ces populations, parce qu'il faut comprendre que à Darfour, il y a plusieurs populations. Il y Ouais, a cette, voilà, il y a les Arabes, on peut dire les Arabes de Darfour, on les appelle les Arabes de Darfour, mais ils sont présents pas seulement au Soudan, ils sont présents au Tchad et en Libye, en Niger, au Mali, et ça va jusqu'en Mauritanie. C'est des nomades, euh, c'est des nomades, des bergers, et ils traversent toute l'Afrique, et ils ont pas un endroit stable spécifique, oui. spécifique. Brésil. Donc, ils se déplacent un peu partout dans la région. Et à Darfour aussi, il y a les groupes qu'on appelle les groupes les anciens qui étaient
toujours là. C'est des tribus qui cultivent la terre. Et du coup, entre ces deux populations, il y a eu il y a eu beaucoup de tensions sur la guerre et sur la terre fertile. Parce que les Arabes, ils ont besoin de nourrir leur bétail et ils vont les faire rentrer dans la terre des personnes qui cultivent. Donc, ça a causé beaucoup de problèmes. Et aussi, Omar el-Bashir les a utilisés parce que à Darfour, il y avait des personnes qui se sont révoltées. Il y a eu une rébellion comme dans le sud de Soudan. Voilà, ils ont porté l'arme, ils ont commencé à attaquer le gouvernement. Donc, le gouvernement, il a utilisé ces personnes-là pour attaquer les rebelles et il les a armés. Mais du coup, comme ils sont armés, ils se sont pris aux personnes qui sont vulnérables. Donc, pas seulement aux rebelles. Aujourd'hui, on se trouve avec une situation où deux populations, enfin, ils vivent dans la même zone géographique, mais il y a une partie qui est armée, il y a une autre partie qui n'est pas armée. Et voilà. Du coup, et la partie qui porte l'arme, ils ont pas beaucoup de terre par rapport aux personnes qui sont pas armées. Donc, ils essayent quand il y a des conflits, bah, les parties non arabes, ils sont pourchassés de leurs terres. Aujourd'hui, dans la ville d'Al Junaina, les Massalites, c'est eux, ils avaient la sultanat de Massalit, ils sont enracinés dans la ville de Djenana depuis des années. Après ces massacres, ces génocides qu'il y a eu au début de la guerre, le 15 mai 2023, le deuxième mois après le début de la guerre, ces personnes-là, ils ont quitté toute la ville de Djenena, ils sont partis au Tchad pour se réfugier là-bas parce qu'ils ont beaucoup de problèmes avec la base tribale de FSR qui contrôle la ville. Ils se sont fait massacrer et ça a été documenté par l'ONU. Donc, leur terre a été récupérée par les membres de FSR et ces personnes-là, ils ne peuvent pas retourner ni à Djenena. Aujourd'hui, Al-Fashir aussi, c'est la même chose parce que Al-Fashir, après la prise de la ville d'Al-Fashir par FSR, les personnes, ils ont quitté, les civils, ils ont quitté cette ville pour aller, ils ont réussi à sortir vivants de ces massacres. Ils sont partis dans le nord du Soudan, tout dans le nord, à une très très longue distance pour rejoindre les zones contrôlées par la ville de Dabba, qui est contrôlée par l'armée soudanaise, tout simplement parce qu'ils font pas partie de la base tribale de FSR, donc ils sont pourchassés, ils vont être contrôlés. On a vu dans des vidéos sur les réseaux sociaux un général de FSR, il tient son arme et il pose la question à la personne de quelle tribu, de quelle ethnie tu fais partie. Il lui dit, je fais partie d'une ethnie qui est pas l'ethnie qui est pas la bonne ethnie. Donc il s'est fait voilà, donc il s'est fait tirer dessus face caméra et il est tombé. Donc ça c'est ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on n'a pas pu voir, c'est beaucoup plus grave que ça. On a pu voir dernièrement des images satellites, comment on appelle ça, des personnes enterrées dans des fosses communes, c'est ça, des fosses communes? Des fosses communes pour enterrer des personnes en masse. Oui. Et ça, c'est l'une des choses qu'on a pu... Le degré de massacre. Oui.
Vous avez déjà abordé le rôle stratégique joué par les Émirats arabes unis, donc dans le maintien et l'escalade de ce conflit. Pour vous, finalement, le Soudan est-il le champ de bataille d'une guerre par procuration et d'un pillage des ressources? Oui, pour moi, c'est oui. Il y a d'autres acteurs, à part les Émirats arabes unis, qui essayent, qui essayent d'avoir une main sur le Soudan. Pas une Oui. main, mais par exemple l'Égypte. L'Égypte, c'est le voisin au nord. C'est pas dans leur intérêt d'avoir le chaos au Soudan. Oui. Et, euh, et la milice de FSR au contrôle du pays, c'est le chaos, c'est assuré. Et donc, ils subventionnent l'armée officielle. Et après, aussi, on a le gouvernement soudanais qui essaye de signer des contrats d'armement avec d'autres parties, comme par exemple la Chine, la Turquie. Et en même temps, ils essayent de ne pas tourner le dos aux États-Unis parce qu'ils savent que ils vont avoir trop de problèmes sinon. Et aussi la Russie, elle a un intérêt géopolitique stratégique très très important dans la région. Elle a envie d'avoir elle a envie d'avoir une base navale dans l'est de Soudan, au port Soudan, qui est pas donné. Donc les Soudanais, ils sont entre les deux. Ils se rapprochent un peu vers la Russie à un moment donné et vers les États-Unis de temps en temps, mais c'est pas la situation idéale. On n'est pas puissant comme pays, on n'a pas beaucoup d'argent autant que les Émirats arabes unis. Donc on a beaucoup de ressources dans la Surtout. terre et on a beaucoup le Soudan, c'est un grand pays malgré la répartition entre le sud et le nord, mais le nord, il reste un très grand pays avec beaucoup de ressources comme l'or. Aujourd'hui, les Émirats arabes unis, ils ont augmenté l'export de l'or vers soudanais vers Dubaï de 70% depuis le début de la guerre. Ça montre que ça fait partie des raisons pour lesquelles les Émirats arabes unis continuent à soutenir coûte que coûte la milice de FSR. Et aussi, on les voit aujourd'hui, ils ont dévoilé leur face après ces massacres à Al-Fashir. Ils avaient leur chaîne Sky News Arabic et d'autres chaînes et d'autres personnes payées sur les réseaux sociaux pour véhiculer leur propagande. Leur narratif en clair, quoi. Leur narratif. Et aujourd'hui, ils ont pris parti, ils ont envoyé une journaliste de Sky News Arabic à la ville de Fashir, alors que aucune chaîne ou média peut rentrer dans cette ville. Et cette journaliste, Tassabih, c'est une Soudanaise. Mais elle travaille pour Sky News et elle s'est filmée avec des civils qui sont mis en scène d'une manière révoltante quelques jours après les massacres et ce film en selfie avec en prenant en câlin une fille une générale de FSR qui appelait les troupes de FSR de commettre des massacres et de violer les femmes dans les villes
Soudan, ou contrôlée par l'armée officielle. Et du coup, ça, c'est Clairement un parti pris, quoi. Narratif, oui. Voilà, de choix. Oui, ils ne s'en cachent plus. Ils ne s'en cachent même pas, exactement. Donc, pour passer à autre chose, donc vous et d'autres activistes insistez sur le fait que la solution ne peut venir que d'une pression internationale concertée et du rétablissement d'une voie civile et démocratique. Vous dénoncez l'échec des initiatives de paix et la légitimation des criminels de guerre. Ma question, quel levier concret reste à la société civile soudanaise, associations, médias, pour construire une alternative politique crédible alors que l'espace démocratique a été anéanti? Alors, au Soudan, est-ce que la société civile, est-ce qu'elle peut faire, c'est d'en parler, de continuer à véhiculer le message, parce que le problème, c'est qu'on n'en parle pas assez et on laisse faire. Et donc, on doit sensibiliser les, les, euh, les personnes à cette cause. Oui. Et apporter ce sujet sur la table dans toutes les les événements, dans tous les événements qu'on peut y être. Et c'est que comme ça qu'on peut avoir l'espoir d'avoir un pays libre et démocratique, parce que il faut pas oublier que cette guerre est une suite, je peux dire, logique de ce qu'on a fait bouger depuis 2019. En l'occurrence, nous, on a commencé une révolution en 2023 qui a été réprimée très fortement par le pouvoir en place qui était Omar el-Bashir. Et il a utilisé cette milice de FSR pour tuer des jeunes qui sont descendus dans la rue pour dire on veut la liberté, on demande les voilà. Voilà. Et du coup, en 2019, on a réussi à faire tomber Omar el-Bashir. C'était un moment très fort. On pensait enfin pouvoir avoir un pays démocratique, profiter de la richesse du pays et plus de corruption et avoir beaucoup de perspectives d'avenir. Mais malheureusement, on s'est fait barrer la route par des personnes mal intentionnées, des corrompus, qui ont signé avec l'armée de Omar el-Bashir, et ils ont affaibli les institutions et l'armée officielle pour instaurer une milice qui est la milice de FSR pour gouverner le pays d'une manière par proxy, quoi. Et du coup, pour moi, on avait un chemin, on a dévié un peu, mais on continue dans notre tête. C'est la révolution, c'est une jeunesse qui rêve d'un pays. On sait exactement qu'est-ce qu'on veut. On veut pas d'ingérence dans notre pays. On veut la liberté, la paix. Et les Soudanais, ils ont tellement souffert. Ils ont souffert pendant très très longtemps et ils méritent de vivre en paix. Et que demandez-vous concrètement aux capitales occidentales, Paris, Londres, Washington? Est-ce l'arrêt des financements indirects, l'imposition de sanctions ciblées ou la mise en place d'un mécanisme de protection pour les civils? Je demande des sanctions directes envers les Émirats arabes unis, mettre la pression, mettre l'intérêt
des êtres humains avant l'intérêt financier, d'essayer de mettre la pression sur les pays voisins du Soudan qui se sont ralliés aux Émirats arabes unis et ils utilisent leur terre pour apporter des armes à Darfour, Transiter sur leur territoire, oui. transiter, et aussi reconnaître FSR comme groupe terroriste. Et c'est une chose qui est très facile parce qu'ils documentent leurs crimes eux-mêmes. Et on voit qu'il y a des lignes qui commencent à bouger. Le ministère des étrangers américain qui dit que si la reconnaissance de FSR, si FSR est ajouté dans la liste des organisations terroristes, ça peut aider, on peut le faire. Et il parle sans nommer des pays qui subventionnent la milice de FSR directement, sans dire que c'est les Émirats arabes unis. Faut que ça cesse. Je pense que c'est un bon début. C'est aussi le fruit de cette mobilisation médiatique et sur le terrain, les Soudanais, ils ont fait beaucoup de manifestations dans tous ces pays-là, à Londres, à Manchester, en France, à Genève et aussi aux États-Unis, dans beaucoup de villes. Les Soudanais, ils sont sortis, ils ont parlé et ils ont aussi parlé dans les médias et dans les réseaux sociaux, et ça a mis beaucoup de pression sur les Émirats arabes unis et même sur les pays occidentaux. Et je pense qu'il faut continuer à faire ça pour arriver à un Soudan qu'on espère démocratique et libre. Oui. Maaz, pour conclure, si vous aviez un seul message à adresser aujourd'hui à la jeunesse soudanaise qui souffre et qui résiste, quel serait-il? Quel est le rôle que doit jouer la diaspora pour que la catastrophe ne soit plus une fatalité? En une phrase. Restez unis. Restez unis. Maaz, merci infiniment d'avoir brisé ce silence assourdissant. Votre lucidité et votre courage sont un acte de résistance indispensable pour que l'oubli ne soit pas la tombe de la dignité au Soudan. Nous vous remercions, cher public, d'avoir suivi cet entretien essentiel. Si ce travail d'information et d'analyse critique vous paraît nécessaire et utile pour briser le mur du silence, il doit être soutenu. Soutenez notre chaîne en vous abonnant et en partageant cette vidéo. Merci infiniment, Maaz, pour cet entretien. Merci. À très bientôt. Au revoir.